Dans un couloir qui sentait le métal poli et l'angoisse fluorescente, ils renversèrent son sac en toile sur le sol glacé. Un baume à lèvres, un carnet écorné, une seule photo. Les soldats ricanaient doucement, puis un jeune garde déverrouilla la dernière poche. Et là, les voix, les pas, même le bourdonnement de la ventilation se figèrent, car l'emblème qu'il leva vers la lumière était celui qu'on leur avait toujours décrit comme une rumeur, un insigne que, s'il existait vraiment, signifiait qu'aucun badge ici n'égalait plus le sien. Aucun. Bienvenue dans les véritables histoires humaines, dirait-on plus tard. Avant d'aller plus loin, dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez, et si vous pensez que ce genre d'histoire doit être entendu, appuyez sur s'abonner. Commandante Léona Rive-Harlan avait choisi l'anonymat avec la précision d'un chirurgien refermant une artère. Pas de mouvement brusque, pas de traces. Seulement les coutures méticuleuses d'une vie administrative tissées loin des champs de bataille qui flambaient encore sous ses paupières dès qu'elle s'aventurait à dormir. Elle survivait désormais dans l'arrière-cour de la base aérienne de Montcraven, un centre logistique planté dans une plaine balayée par les vents, où son nom n'apparaissait que sur des formulaires d'expédition de joints hydrauliques ou de circuits de refroidissement. Jamais dans les briefings qui décident du sort des nations. Chaque matin, elle garait sa berline usée sur le dernier rang, longeait la clôture grillagée, saluait les paraboles figées comme des vautours d'acier et laissait ce monde, qui jadis tremblait à sa voix, l'oublier sans effort. Elle avait 43 ans, grande sans être imposante, une posture droite, mais sans ostentation, ses cheveux sombres noués avec discipline, révélant au-dessus de la tempe droite une mèche blanche, seule trahison visible d'un passé qui s'obstinait à saigner dans le silence. Certains jeunes techniciens croyaient que c'était dû au stress. Aucun ne savait que c'était la trace d'un tir de mortier en Syrie, qu'elle avait survécu entraînant 2 hommes à travers la boue juste avant qu'un éclair ne fende le ciel et le sol. Elle couvrait cette cicatrice comme toutes les autres, sans honte, mais sans commentaire. Ce n'était pas un récit à partager, alors elle le gardait. Bâtiment 17, le secteur le plus terne du complexe. Le bureau de Léona n'était qu'un rectangle fatigué aux murs verdâtres et à l'odeur d'humidificateur permanent. La seule fenêtre donnait sur une allée de service où passaient les camions poubelles. Parfait. Le ronron de l'oubli était devenu son cocon. Elle laissait ses yeux courir sur des listes d'inventaire, déchiffrait des codes de pièces, recomposait des itinéraires d'expédition. À midi, elle mangeait du porridge ramolli dans du café noir. Le sucre provoquait des souvenirs. Les souvenirs appelaient des douleurs. Rien dans sa routine n'appelait l'attention. Et l'attention, c'était l'ennemi. 3 objets pourtant refusaient l'oubli. Ses plaques d'identification en titane toujours contre son sternum. Un jeton en bois de cèdre, rond, modeste, qui sentait la maison et lui avait sauvé la vie un jour à une barrière d'otages au Tchad. Et enfin, une petite boîte en cuir cachée dans son sac. Elle contenait un pins noir mat, un faucon aux ailes repliées, tenant un éclair aux 4 griffes. Officiellement, cette unité n'avait jamais existé. Directive S004, surnom Corvus. Un groupe fantôme. L'insigne n'avait été forgé que 48 fois, offert uniquement à ceux qui avaient accepté de disparaître. Sur les 48, 30 étaient morts, 5 portés disparus. 12 avaient été enterrés dans des niveaux de secret si profonds qu'ils pouvaient traverser le Pentagone sans badge. Léona était la 13e. Mais elle avait signé la clause d'abandon. Elle avait quitté le champ, remis ses droits et disparu dans la paperasse. Le monde l'avait laissée partir. Elle avait cru que ça suffirait. Mais à 6h07, un mercredi de juin écrasé de chaleur, 2 événements brisèrent son camouflage. Le premier était technique, une requête cryptée du commandement des opérations spéciales pour une analyse de flux logistique dans un théâtre d'extraction classé à l'est du 54e méridien. Une ligne anodine qui pesa dans le ventre de Léona comme une lame froide. Le second, plus banal, fut presque fatal. Le lecteur de badge du bâtiment 17 tomba en panne. Résultat, tout le personnel fut redirigé vers le poste ouest, hautement sécurisé, d'ordinaire réservé aux équipages aériens et convois d'armement. Elle arriva alors que le soleil se levait derrière les dômes radars. L'asphalte brillait comme un miroir. La file d'attente s'étirait sur plus de 50 mètres. Les soldats du poste, eux, savouraient leur autorité. Le sergent à la planche,
surnommé ainsi car personne ne connaissait son vrai nom, circulait avec une rigidité joyeuse, lunettes miroirs sur le nez, aboyant des ordres à quiconque croisait son regard. Léona garda les yeux baissés, répéta intérieurement son profil. Logisticienne, équivalent civil, niveau 2, accès restreint. Rien d'anormal. Quand vint son tour, elle posa son sac sur le convoyeur, mains à plat, regard fixé sur le sol. Le scanner bipait comme d'habitude. Le jeune soldat qui surveillait l'écran fronça les sourcils. Quelque chose de plus dense que des câbles avait clignoté à l'écran. Il se racla la gorge avec un air d'autorité mal maîtrisé. « Madame, vous avez sur vous des objets métalliques ou électroniques non déclarés ?» Léona répondit d'un ton neutre, si calme qu'on pouvait y croire. Aucune électronique interdite, juste des outils et effets personnels. Vous pouvez vérifier. Elle aurait pu sortir un badge spécial, griller la procédure. Mais elle ne fit rien, elle choisit la soumission. C'était plus sûr. Le soldat, badge mal fixé, acné rouge sous les néons, lui fit signe de suivre. Sur une table en inox, il commença à vider le sac. Une tasse de voyage, un carnet usé, un mini-kit de tournevis, le jeton en bois, un sachet de porridge, un t-shirt roulé, les objets cliquetaient comme des pièces volées. Le sergent à la planche s'approcha, flairant l'anomalie comme un chien sent une tempête. D'autres agents se penchèrent, curieux. Puis le dernier zip. Léona sentit son rythme cardiaque s'ajuster, pas grimper. Contrôle. Le boîtier en cuir tomba doucement. Léger, mais dangereux. Le jeune soldat l'ouvrit, et le silence s'installa. Le faucon noir accrocha la lumière d'une façon presque imperceptible. Mais pour ceux qui savaient, c'était une signature, un code, une arme. Le sergent, lui, recula à peine. Inhala l'air comme s'il était devenu du fil barbelé. Un téléphone sonna, 2 fois, puis plus rien. Silence. Alerte muette. Le sergent baissa ses lunettes, ses pupilles étaient contractées. Il regarda Léona, puis le Pins, puis ses hommes. Personne ne bouge. Le jeune soldat, bradé, hésita. Il cligna des yeux, cherchant la marche à suivre. Léona, elle, sentit la bascule. Comme un marin perçoit une dépression avant que la mer ne se lève. Ce n'était pas une intuition, c'était un changement d'atmosphère. 2 policiers militaires surgirent des ombres, mains posées près de leurs holsters. Scène réglementaire. Mais dans leurs yeux, quelque chose trahissait leur ignorance. Ils ne savaient pas ce qu'ils gardaient, seulement que leur supérieur agissait comme si une ogive venait d'atterrir sur la table. Léona leva lentement les mains, paumes ouvertes. Geste de soumission, mais aussi stratégie. Ses doigts flottaient à quelques centimètres de son badge d'identification. Un seul glissement, et elle pouvait déclencher un code prioritaire qui raserait toute cette scène sous une vague de protocole noir. Mais elle ne bougea pas. Elle observe, calcula. Le sergent ordonna à Bradet de refermer le sac mais de laisser l'emblème visible. Il voulait que les renforts le voient immédiatement. Il voulait les honneurs d'une capture. Une capture de quoi, exactement? Cette question pulsa derrière la cage thoracique de Léona. Elle n'était plus une opératrice. Elle était une fonctionnaire. Une employée qui recyclait 2 fois ses dosettes de café. Mais l'emblème racontait une autre version. Une version plus ancienne, plus bruyante et surtout bien plus dangereuse. L'atmosphère s'alourdit, l'air vibrait à peine, puis un SUV surgit en crissant sur le bitume. 2 officiers descendirent à grandes enjambées, combinaison bleu nuit, sans insigne, sans nom. Juste un écusson discret, commandement aérien opérationnel, le sergent pâlit. Il attrapa la manche de Léona, un réflexe de possession, aussitôt relâché quand le plus grand des officiers aboya. « Sergent Malkin, situation ?» Malkin pointa la table, incapable de formuler une phrase cohérente. L'officier observa l'emblème, puis Léona. Pas son badge, pas ses papiers, juste elle, comme s'il lisait un code gravé sous sa peau. « Commandant Arlan, dit-il enfin, ce n'était pas une question, c'était une confirmation, un verdict. Pourquoi une opératrice Corvus circule-t-elle seule sans escorte par ce point de contrôle? Tous les regards pivotèrent. Le nom Corvus tomba comme une grenade silencieuse. Léona prit la parole pour la première fois depuis le début de cette mascarade. Sa voix était posée, basse, précise, polie par des années de silence. Parce que, colonel, cette opératrice a signé une clause de désengagement. Je suis aujourd'hui une civile non combattante. L'article 19B autorise la circulation sans escorte, tant que les identifiants sensibles ne sont pas exposés. Le colonel fronça à peine les sourcils. L'article 19B précise aussi qu'aucun insigne de niveau noir ne doit rester accessible.
Alors pourquoi ce pins est-il encore en votre possession? Léona expira doucement par le nez. Fatigue, pas défi. Parce qu'on m'a conseillé de le garder, comme un rappel. Elle n'ajouta rien, elle n'avait pas besoin. Le colonel observa encore, pesant les enjeux. Derrière lui, le sergent Malkin transpirait dans l'ombre de son erreur. Enfin le colonel hocha la tête, bref, tranchant. Rendez-lui ses effets, mentionnez une erreur de procédure, et libérez ce point de contrôle dans l'heure. Malkin voulut protester. Le regard du colonel le foudroya. C'est un ordre? Bradet, nerveux, remit les objets dans le sac. Ses mains tremblaient, les outils tinrent à peine en place. Lorsqu'il atteignit l'étui en cuir, il hésita, comme s'il tenait une détonation miniature. Léona le prit délicatement, le rangea dans le sac et ferma la fermeture. Pas pour le cacher, pour le préparer. Elle passa le portique. Aucun mot ne fut prononcé. L'humiliation ne se répare pas. Mais derrière elle, des murmures suivaient déjà ses pas, chargés de crainte, de respect et de doute. À 8h04, elle réintégrait son bureau dans le bâtiment 17. Elle enfouit l'incident dans une capsule mentale, fermée, étanche. Mais la journée vibrait déjà de répliques invisibles. La demande de l'état-major spécial paraissait soudain moins anodine. Son téléphone bourdonna 3 fois, des appels sans identifiant. Et dehors, même le vent semblait changer de texture. À 15h12, un courrier spécial fut déposé. Une enveloppe grise, sans code retour, à l'intérieur une carte, papier noir, encre noire sur fond sombre, texte minimaliste, protocole de rappel Corvus, clause 7 activée, remise de mission effective immédiatement. Présentez-vous au hangar 4, 19h, signature confidentielle. Le sang de Léona monta jusqu'à sa gorge. La clause 7 n'était qu'un mythe, une procédure fantôme. Son activation signifiait qu'une situation si critique, si instable, si impossible, nécessitait le recours à ceux qui n'étaient plus censés exister. Le temps s'écoula comme du plomb. Les imprimantes grésillaient, les claviers claquaient. Mais dans son esprit, les portes du hangar s'ouvraient déjà. À 18h30, elle verrouilla son ordinateur, vidait la corbeille, rangeait les tiroirs, baissait les stores. Le geste était méthodique, rituel. Les habitudes d'ordre survivent à tous les cataclysmes. Elle traversa l'allée de service, passa les conteneurs, le grillage. La lumière du soir posait un voile d'ambre sur le bitume. Et là, elle le vit. Sous l'ombre du hangar 4, un appareil stationné. Un oiseau fantôme qu'elle n'avait pas vu depuis 13 ans. Un avion de reconnaissance officiellement retiré, mais dont la peau luisait encore comme un dieu revenu d'exil. 2 silhouettes attendaient, l'une massive, l'autre plus fine. Toutes deux vêtues de combinaisons noires, typiques des anciens de Corvus. La plus grande leva la main, pas un salut. Un code, une salutation en geste. Vera, son ancien nom de mission. Les oreilles de Léona se remplirent de bruit blanc. Son souffle resta stable. Elle arriva à l'ombre. Le plus petit s'avança. Une voix rocailleuse, familière. Longtemps Vera. Léona répondit, étonnée par la solidité de sa voix. On m'a dit que tu étais mort. Il haussa les épaules. Disons que ma mort était nécessaire à l'époque. Puis il montra l'avion du Menton. Décollage dans 35 minutes, briefing à l'intérieur, on y retourne. Où ça? Demanda-t-elle presque, mais une partie d'elle savait déjà. À l'est du 54e. Un désert, le même où son sang avait imprégné la terre, un jour de mission funeste. Le même où l'unité Corvus avait été officiellement démantelée. Là où tout avait commencé. L'intérieur du hangar avalait le son comme une cathédrale oubliée. Les pas résonnaient à peine sur le béton glacé. Le plafond voûté, nervuré de poutres en acier noir, semblait avoir autrefois soutenu les premiers secrets de l'aviation militaire. Maintenant, il abritait autre chose, des fantômes. Les projecteurs projetaient une lumière chirurgicale sur le ventre lisse de l'avion de reconnaissance. 3 ombres s'y retrouvaient, réunies non par la hiérarchie, mais par une ancienne dette. Au centre se tenait Léona, bras croisés, épaules rigides, sans le vouloir. À sa droite, Éric Rachid marchait avec cette démarche asymétrique, propre à ceux dont les jambes ont été reconstruites plus par nécessité que par précision. Et près d'une table pliante, se tenait une silhouette encore plus discrète, Julia Kael, surnommée Nyx, silencieuse, indéchiffrable, recouverte d'un mutisme qu'aucun briefing ne pouvait briser. Elle manipulait un écran figé sur une image satellite, un terrain que Léona n'avait pas vu depuis plus d'une décennie. Un désert, pas un simple paysage de dunes, un endroit absent des cartes officielles.
là où les rivières se taisent à mi-parcours, où les villages se dissolvent dans les vents. Sur l'écran, un complexe de bâtiments blancs, ceinturés de clôtures qui ne projetaient pas d'ombre, des silhouettes autour trop pixelisées pour être identifiables. Mais au centre, une forme à genoux, un homme en position de soumission, mains liées dans le dos, flanqué de 2 individus aux équipements asymétriques. Pourtant, ce n'était pas ce prisonnier qui glaça le sang de Léona, c'était l'objet posé à côté. Une boîte, petite, noire, à peine plus grande qu'un sac à dos, mais immédiatement reconnaissable. Elle parla avant même de s'en rendre compte. C'est impossible. Cette technologie a été détruite. Julia tourna la tête, le visage marqué par le temps. Les angles adoucis avaient cédé la place à une tension maîtrisée. Les yeux, eux, c'étaient les mêmes. Perçants, mesurés, capables d'étouffer une salle entière en un regard. Elle ne confirma pas. Elle désigna la boîte. Ce n'est pas l'ancien modèle, c'est un successeur. Et il est actif. Léona sentit les implications la percuter. Si ce dispositif fonctionnait, cela voulait dire que quelqu'un avait non seulement retrouvé les archives Corvus, mais aussi le chiffrement original, celui qui avait été scellé dans un silo polaire piégé avec une commande d'autodestruction intégrée. Rachid ajouta, bras croisés, « On pense que la boîte a été déplacée il y a 2 semaines, pas par des puissances extérieures. C'est interne, très interne. » Léona resta muette. Elle n'avait pas besoin de répondre, son silence, comme souvent, parlait pour elle. Nyx tapota 2 fois l'écran. Une nouvelle image apparut, celle d'un drone écrasé sur des rochers. L'aile portait une marque presque effacée. Un faucon, brûlé partiellement, mais identifiable, un des anciens engins de Corvus. Ce n'était pas une simple trahison. C'était une résurrection. Quelqu'un avait déterré les restes du programme, des fragments oubliés, des pièces disséminées, et les avait remontés en quelque chose de mobile, de contrôlé, de pointé vers les mauvaises cibles. Rachid s'approcha. Ils n'ont pas juste récupéré l'épave, ils ont reprogrammé l'ADN du projet. Celui qui a monté ça ne veut pas réanimer Corvus. Il veut le détourner. Nyx intervint. On ne sait pas qui, pas encore. Mais la base est située dans le sud d'Elmas, couverture civile. La dernière équipe envoyée, une cellule italienne SIGINT, a disparu. Tout ce qu'on a pu récupérer, c'est ça. Elle sortit un petit objet de sa poche, pincé entre 2 doigts, ganté. Léona reconnut la matière immédiatement. Fibre carbone, une plaque d'identification, modèle réservé aux agents sous identité effacée. Et le code, c'était le sien. Ou plus exactement, son alias secondaire. Une identité qu'elle n'avait utilisée qu'une seule fois lors d'une mission jamais déclassifiée. Elle sentit un frisson l'envahir. Pas de peur, quelque chose de plus glacial, de plus ancien. Le centre de gravité de sa conscience venait de se déplacer. Pas juste des réflexes, pas simplement un retour en mode opératif. C'était une réactivation profonde, une reconnexion au noyau, celui qu'elle avait tout fait pour enterrer. Elle hocha lentement la tête. Ils nous tendent un piège. Ils savaient qu'on reviendrait. Nyx ne répondit rien. Rachid haussa les épaules, et pourtant, on y va. Léona fixa l'aile du jet furtif, lisse, silencieuse, et pourtant encore chaude d'un récent calibrage. « Quelle est-ce la fenêtre ?» demanda-t-elle. « 17 heures, extraction en 6. Infiltration à 03 heures, heure locale. Tu iras seule. » Elle acquiesça. Sans surprise, pas une bravade, juste une constatation. Seul, c'était logique. Nyx sortit un insigne d'un coffret métallique, même faucon, même éclair, mais cette fois-ci, bordé de rouge, une frontière cramoisie. Léona comprit immédiatement. Ce n'était pas un emblème, c'était un signal. Aucun renfort, aucun contact, aucune extraction sans réussite, pas une menace, un fait. Nyx ajouta, sans émotion, « Ton statut a été réactivé ». Léona ne répondit pas. Elle ouvrit son sac en toile, le même que ce matin. Celui qu'ils avaient fouillé. Elle en sortit l'ancien insigne, le rangea dans une poche latérale, pas pour le cacher, pour l'armer. À la fin du briefing, elle avait déjà quitté son uniforme standard, enfilé la combinaison noire, parfaitement ajustée, refermé le bracelet de poignet, celui avec les 3 entailles qu'elle avait gravé la veille de sa toute première mission, quand son nom n'existait encore que pour elle. À 19h41, le jet glissait dans le noir. À 19h43, son profil passait de soutien logistique à opératrice en mission active. Au poste de contrôle, Bradet vit l'écran changer. Il ne dit rien. À 19h47, le ciel engloutit l'avion. Et sous son siège, dans la poche où vivaient autrefois le porridge et le carnet, l'emblème du faucon brillait faiblement sous la lueur rouge du cockpit.
À 37 000 pieds au-dessus du sud d'Elmas, le jet glissait comme une pensée dans le silence du jet stream. Sa carlingue, enveloppée dans une peau polymère noire, absorbait aussi bien le radar que la lumière lunaire. À l'intérieur, Léona restait immobile, yeux clos, respiration régulière. Chaque nerf retrouvait lentement l'alignement précis de l'état opérationnel. Son attention se divisait par cadrans. Sa mémoire s'étalait en couches latérales. Les émotions, quant à elles, s'étaient tues au profit des calculs. Sous elle s'étendait un territoire qu'elle connaissait. Elle y avait déjà marché, sous le feu, sous les ordres. Des ordres qui avaient laissé 10 corps dans un sol étranger et une seule vie sauvée, celle d'un enfant qui n'aurait jamais dû être là. À l'époque, on lui avait donné une mission claire, récupérer une boîte noire, localiser un agent, disparaître. Mais cette fois, la mission avait une odeur différente. Le timing, les fichiers, la facilité apparente d'accès, ce n'était pas une extraction, c'était un test. Ou pire, une mise en scène. À 2h41, l'avion vira au sud-est, entamant une descente en vol plané, presque sans bruit. Léona détacha ses sangles, enfila son harnais thermique, verrouilla le masque. Pas de compte à rebours, juste la gravité. Puis, elle disparut dans la nuit. L'atterrissage fut presque spectral. Sa voile absorba le vent, se posa comme un linceul sur le sable. Accroupie, arme en main, elle scruta les ombres. Pas un mouvement, pas de vent, seulement la poussière, suspendue dans la tente. Elle mit 8 minutes à atteindre le périmètre du complexe. Mur bas, en terre, conçu pour paraître civil. Mais trop symétrique, trop net. Détails militaires mal dissimulés. Elle trouva une entrée près d'un panneau électrique et attendit. L'air autour d'elle était si précis qu'il semblait chirurgical. Puis elle s'infiltra, suivant la disposition du briefing. Cour centrale, boîte au centre, prisonnier à genoux, sauf que le prisonnier n'était plus là, seulement la boîte, et une silhouette, une femme, vêtue de noir mat, sans armes, visage à découvert. Incontestablement, Julia Kael. Pendant une seconde, Léona cessa de respirer. Elle leva son arme, mais ne tira pas. Car dans le regard de Julia, il n'y avait ni menace ni défi. Il y avait une tristesse ancienne. C'est Julia qui parla la première. « Je t'ai dit qu'ils avaient réactivé Corvus. Je ne t'ai pas dit qui l'avait fait. » Léona resta figée. Qu'est-ce que c'est que ça? Julia garda ses mains visibles. Ils nous ont fait venir pour voir. Pour savoir qui répondrait à l'appel, qui reviendrait de son plein gré. Tu n'es pas avec l'état-major. Ce n'était pas une question. C'était une évidence. Julia secoua doucement la tête. Plus personne ne l'est. La boîte à ses pieds siffla légèrement. Un souffle chaud. Une lumière rouge clignota 2 fois, comme un battement cardiaque. Léona s'approche. Qu'y a-t-il à l'intérieur? Julia répondit sans détour. La preuve, pas de nos missions, pas de leur guerre, mais de ce qu'ils nous ont fait. Léona abaissa son arme de quelques centimètres. Julia poursuivit, la voix toujours calme. Tu avais raison, ce n'était pas une extraction, c'était une révélation. Elle fit un pas vers la boîte. L'emblème dans ton sac? Ils l'ont placé là. Léona fronça les sourcils. Je l'ai rangé moi-même. Tu as fermé ce qu'ils ont préparé. Derrière elle, la boîte cliqueta. Julia la désigna. Ils ne veulent plus nous contrôler. Ils veulent nous effacer, totalement. Mais avant, ils devaient savoir. Qui se lèverait encore? Qui se souviendrait? La gorge de Léona était sèche. Donc, c'était un piège. Non, dit Julia. C'était le nôtre. À cet instant, le sol vibra légèrement. Pas d'en dessous, d'au-dessus, une fréquence, un signal. Léona leva les yeux. À l'est, une formation de drone. Silhouette fine, presque invisible, mais reconnaissable. Elle chuchota « Ce sont les nôtres ». Julia secoua la tête. Plus maintenant. La boîte s'ouvrit lentement. Sur son flanc, un symbole apparut. Ni le faucon, ni l'éclair, un nom. Corvus Archive 0.1. Ce n'était pas une bombe, c'était un serveur. Léona comprit. Ce n'était pas une opération, c'était une diffusion, un aveu. À l'intérieur se trouvaient les enregistrements de toutes les opérations Corvus. 15 années d'actions niées, d'ordres effacés, de missions jamais reconnues. Et maintenant, tout devenait visible, en direct. Julia murmura « Depuis qu'ils ont scanné ton sac, le compte à rebours a commencé. Ce pins n'était pas un symbole, c'était un déclencheur. » Léona fit un pas en arrière, non pas par peur, par gravité, par compréhension. « Tu brûles tout !» Julia répondit « Non, on montre les cendres. » Au-dessus d'elle, un signal bleu traversa le ciel. De l'horizon à l'horizon, la transmission commença. Dans les bases du monde entier, les écrans cryptés clignotèrent.
Des fichiers se déverrouillèrent, des noms surgirent, des images, des voix, des codes, et parmi eux, Vera Harlan, visible, incontestable. Léona ne bougea pas. Elle s'assit près de la boîte, le regard fixe, le souffle calme. C'était la première fois depuis des années qu'elle sentait le poids des années trouver un endroit où se poser. Le passé n'était plus une ombre, c'était une archive. Le mensonge ne pouvait plus respirer. Dans une salle souterraine du Pentagone, un général regardait l'écran. Une vidéo se lançait. Sa propre voix, enregistrée il y a 15 ans, autorisation de liquider l'élément Vera. Il ne dit rien. Léona vit la même image, la date, le lieu, son propre visage, 20 minutes avant que l'immeuble n'explose. Ils avaient vraiment tenté de l'effacer, littéralement. Mais l'oubli avait échoué. Julia annonça « Dernier relais atteint, rien ne pourra l'arrêter maintenant. Dans 42 minutes, les données seront dupliquées mondialement. » Léona hocha la tête. Et après, on disparaît à nouveau. Mais pas comme des fantômes, comme des conséquences. Le vent changea, non pas en force, en poids, une bascule lente. L'histoire venait de basculer. Et ce n'était pas une renaissance, c'était un adieu, définitif. Léona se leva, les jambes un peu lourdes. Pas à cause de l'âge, à cause du vécu. Le retour serait discret, sans trace. Il n'y aurait pas de médaille, pas de dossier officiel. Juste un nom qu'on ne pourrait plus nier. 3 semaines plus tard, le poste de contrôle du bâtiment 17 fut démonté. Pas modernisé, supprimé. Bradet fut transféré. Malkin disparut du personnel. Aucune explication. Les tiroirs du bureau de Léona étaient encore pleins. Un carnet usé, une cuillère tordue, un anneau noirci. Le monde oublia rapidement. La transmission sombra dans les sables mouvants de l'actualité. Reclassée, codée, dissoute, mais quelque chose resta. Pas dans les journaux, pas dans les lois, dans les silences, dans les regards que les jeunes officiers jetaient aux portes fermées, dans les sourires qui se figèrent quand une femme entrait dans la pièce, dans le mot qu'on murmurait parfois quand un drone disparaissait du radar. Corvus. Léona Harlan avait disparu. Encore une fois, pas enterrée, pas cachée, juste devenue partie intégrante de ce que le monde appelle désormais les conséquences. Elle n'avait jamais voulu de reconnaissance, juste qu'on ne l'efface pas. Et maintenant, quelque part dans une archive que personne ne pourra jamais supprimer, le monde connaît enfin son nom. C'est tout ce qu'il lui fallait.